Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Installez-vous confortablement pour découvrir cette édition de milieu de semaine. Vous l'avez peut-être suivi sur notre chaîne, il était question au Conseil national du renouvellement du bureau de l'Assemblée et par conséquent de la réélection du président. Nous recevrons Stéphane Valéry à cette occasion qui nous dressera le bilan des 4 dernières années écoulées ainsi que les perspectives d'avenir concernant la dernière année de son mandat. Le IPRI va lancer les festivités des compétitions automobiles à Monaco le dimanche 30 avril. Nous ferons un tour des installations qui sont en train d'être mises en place un peu partout autour du circuit. Focus sur un rendez-vous trimestriel, les rencontres de la transition énergétique avec la presse, une occasion d'échanger avec les différents acteurs qui œuvrent dans le domaine du développement durable en principauté. Nous vous présenterons ensuite 2 nouvelles enseignes. Un institut de beauté et un magasin de décoration d'intérieur complètent désormais l'offre commerciale du complexe balnéaire du Larvoto. Le numérique et la culture, ou plutôt le numérique au service de la culture. Voici le thème central qui préoccupe l'artiste en résidence au NMNM, Cassandre Poirier-Simon. Et enfin, nous vous présenterons avec Vincent Vatrican le film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas. Ce film consacré à la Première Guerre mondiale sera projeté au cinéma de Beaulieu ce dimanche à 15h. Voilà pour les titres. On débute ce journal en recevant notre premier invité, tout fraîchement réélu par ses pairs, hier dans l'hémicycle du Conseil national, après 4 ans de mandature. Je veux bien sûr parler de Stéphane Valéry. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bonilla. On l'a vu hier, on l'a vécu en direct sur Monaco Info, le renouvellement du bureau de l'Assemblée avec donc votre réélection. Un constat, tout simplement, sur cette soirée. Pour moi, bien sûr, c'est toujours émouvant, surtout quand l'élection se fait à l'unanimité, donc de tous les conseillers, de toutes les conseillères nationales, de tous les élus des Monégasques. Vous pensez bien que cette unanimité ne se fait pas sans effort. Donc nous avons voulu, notamment à cause de la période de crise que nous avons traversée, faire passer effectivement l'union nationale avant les divergences ou les querelles de personnes. C'est tous ensemble, nous voulons que l'intérêt général de Monaco soit notre boussole, notre guide dans notre travail. Et donc, tous les élus des Monégasques me l'ont bien rendu, effectivement, par ce vote unanime pour me réélire à la présidence. C'est l'occasion justement de dresser le bilan de ces 4 dernières années écoulées. Quels ont été selon vous les grands projets de loi ou les faits marquants dont on devrait se souvenir ? Je pense qu'une très grande satisfaction pour nous, c'est d'avoir refait du logement la priorité nationale absolue de ce pays. Et notamment depuis la décision du prince souverain d'annoncer donc un vaste plan logement qui était souhaité par le Conseil national. Et donc, c'est bien sûr pour nous, élus des Monégasques, une très grande satisfaction de savoir que, oui, toutes les familles dont la situation le justifie, dans les prochains mois, seront toutes bien logées dans leur pays. Il y a eu aussi des textes très importants sur le plan sociétal. Il y a eu, par exemple, la dépénalisation de l'avortement pour les femmes qui ont recours. Alors, c'était peut-être symbolique, mais c'était attendu et important. Il y a eu le vote d'une proposition de loi du Conseil national qui est devenue la loi, par un projet de loi ensuite du gouvernement, et désormais la loi de Monaco qui reconnaît l'union libre, tout en respectant l'institution du mariage, qui était évidemment une demande forte de l'Église catholique de la principauté. Donc voilà, il y a eu des lois importantes aussi pour l'évolution du droit des femmes, pour la protection des femmes contre les violences qui leur sont faites. Nous avons notamment voté une loi qui renforce les peines qui sont infligées aux auteurs de ces violences. Ça, c'était aussi une avancée très importante attendue. Il vous reste là un an de mandat. Sur quel dossier vous allez vous atteler ? Il ne faut surtout pas se reposer sur ses lauriers. Il y a encore énormément à faire d'ici la fin de cette année, puisque vous savez que la session d'automne se terminera à la fin de l'année, puis ensuite commencera la campagne électorale. Donc nous avons jusqu'à la fin de l'année, les élections prochaines étant en février 2023, donc pour continuer donc d'importantes avancées législatives. Alors il y a par exemple ce texte très très attendu de modernisation du statut des fonctionnaires. Il s'agira notamment de renforcer, de favoriser davantage la mobilité des fonctionnaires, de renforcer la formation continue, d'allonger le congé de paternité, de créer un congé de soutien familial,
de mieux rémunérer les heures supplémentaires, peut-être aussi d'encadrer davantage, de mieux réglementer les astreintes, dont certains fonctionnaires effectivement sont obligés de les faire, notamment les week-ends ou les nuits. Il y a peut-être aussi, et les discussions sont encore en cours avec le gouvernement, à mieux renforcer le 13e mois, donc avec des primes importantes pour les fonctionnaires. Voilà, donc tout cela est encore en discussion, mais je veux absolument que ce soit voté avant la fin de cette année. Et puis il y a un texte fondamental qui concerne le RGPD, c'est-à-dire en fait la protection des données numériques personnelles. Je voudrais aussi qu'on renforce encore les droits des femmes avant la fin de ce mandat. Nous allons voter donc une loi qui va supprimer dans toutes les lois de la principauté toutes les dispositions qui sont encore obsolètes et inégalitaires à l'encontre des femmes. Et puis nous demandons au gouvernement, j'espère qu'il nous a entendus hier soir, donc le dépôt d'un projet de loi que nous voulons voter également rapidement, qui va permettre de créer un fonds d'indemnisation des victimes justement de violences. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, les auteurs de ces violences sont lourdement pénalisés avec la nouvelle loi que nous avons votée, mais lorsque les femmes bénéficient donc d'indemnisations votées par nos tribunaux, souvent les auteurs sont insolvables. D'accord. Et donc malheureusement on ne peut pas les indemniser réellement. Cette semaine a eu lieu la conférence des présidents parlementaires de la francophonie en ce qui concerne la partie européenne. C'était au Conseil national. Qu'est-ce que cette conférence ? Quelle était son importance ? Alors, elle était importante parce que Monaco, bien sûr, a une part, depuis toujours, prend sa part et toute sa part dans le développement de la francophonie, de la défense de la langue française. Mais peut-être qu'elle revêtait un côté plus important encore à cause de cette terrible actualité géopolitique et de cette guerre en Ukraine. Et nous avons même pu donc discuter, converser avec le président de la Rada, le Parlement, qui était présent donc en direct, en visioconférence. C'était effectivement un moment très, très émouvant qui nous a permis de rappeler que le prince souverain a condamné très clairement l'invasion militaire russe de l'Ukraine, que Monaco fait beaucoup à sa place, avec sa taille et ses moyens bien sûr, mais nous levons des fonds importants. Vous savez qu'on est déjà à 40 € par habitant, il y a 1,5 million d'euros qui ont été levés en principauté donc, par la Croix-Rouge pour mettre en place des aides humanitaires en Ukraine. Nous accueillons du mieux possible donc, les Ukrainiens qui sont hébergés par leur famille ou par des amis sur le territoire monégasque. Nous leur fournissons l'assistance médicale et autant que de besoin l'assistance alimentaire. Le peuple ukrainien est très courageux et se bat avec détermination pour préserver sa liberté et sa souveraineté. On ne peut évidemment que lui apporter tout notre soutien. Est-ce que, dernière question, est-ce que votre réélection hier, même s'il n'y avait pas un énorme suspense, on connaissait un peu l'issue, est-ce que ça vous a motivé, pourquoi pas, pour repartir en campagne l'année prochaine ? Écoutez, j'essaie d'avoir un scoop, en tout cas, ça aura été un mandat, vous savez, je dirais, qui aura compté double, parce qu'en dehors des grandes lois dont on vient de parler, de tellement d'autres qu'on a pu voter ou qu'on va être encore amené à voter, n'oublions pas qu'on a été confronté dans ce mandat à une crise historique sans précédent, sanitaire, oui, mais aussi économique et sociale. Donc vous me permettrez de me consacrer pour le moment à bien le terminer. On a vu qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Il n'est pas encore le moment de parler des prochaines élections. Vous savez, notre loi électorale est bien faite. Donc la campagne électorale, elle commencera seulement en octobre 2022. Et donc, si vous voulez bien, à ce moment-là, on pourra parler effectivement des prochaines élections. En tout cas, j'aurais essayé. Merci, Monsieur le Président. Comptez sur nous, nous lui reposerons la question dans les prochains mois. Bonsoir Alexandra Pani, on en parlait dans l'entretien, les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie étaient réunis en ce début de semaine en principauté. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, après les différentes réunions de travail qui ont rythmé leur venue en principauté, les parlementaires ont pu profiter mercredi d'une visite du nouveau musée national de Monaco au jardin exotique en présence de quelques élus monégasques. Ils ont pu découvrir l'exposition Tremblement à la Villa Paloma et sa vue imprenable sur la principauté depuis son jardin. En ce 6 avril, nous mettons en lumière la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Et à cette occasion, Fabien, je vous invite à brandir votre White Card. Cette campagne a été lancée en 2014 et rassemble de nombreux sportifs, personnalités et anonymes à travers le monde autour des valeurs de l'association Peace and Sport qui souhaite utiliser le sport
comme outil pour construire une paix durable en éduquant les jeunes générations aux valeurs positives et en promouvant la transformation sociale et le dialogue entre les communautés. Le prince souverain prend part chaque année à cette initiative et vous pouvez le voir, le gouvernement monégasque s'y est également associé ce matin lors du traditionnel conseil de gouvernement hebdomadaire. Cette année, tout particulièrement, cette union pour la paix est essentielle. Un appel à la fraternité a été lancé en réaction à l'invasion russe en Ukraine. Une centaine de sportifs a déjà signé la tribune. Vous pouvez vous aussi y participer. On reste dans l'esprit sportif avec cette belle victoire de la Roca Team à l'extérieur. Les Rouges et Blancs étaient en déplacement à Chalon-Reims pour le championnat français. D'abord au coude à coude avant la mi-temps, la Roca Team s'impose largement en deuxième période, 107 à 90. Les hommes de Bradovic confirment une nouvelle fois leur bel élan actuel. Ils se tournent à présent vers l'Euroleague avec ce dernier match à domicile de la phase régulière ce vendredi face à l'Alba Berlin. Et nous y serons, vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info l'intégralité de cette rencontre. C'est à la fin du mois d'avril que débuteront les festivités pour les fans de sport auto. Cette année encore, vous le savez, Monaco va relever le challenge d'accueillir 3 grands prix. La F1, l'historique et le e-prix. Autant dire qu'il n'y a pas eu une minute à perdre du côté des travaux d'installation des structures tout autour du circuit. Reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est tout le paysage urbain qui prend chaque année à cette période un nouveau visage. Après des travaux préparatoires dès le mois de février, ainsi que des opérations nocturnes pour refaire les enrobés de certaines parties du circuit, tout le mois de mars a été consacré à l'édification des immenses structures qui vont faire du cœur de Monaco un véritable circuit de Formule 1. On a commencé début mars, avec une petite semaine de mise en place, mais pour stocker les camions sur le Calvaire 1er. Et depuis le 1er mars, on est opérationnel et on a bien avancé, on est dans les temps, on n'a pas eu de contraintes, il a fait très beau, donc on est bien heureux que ça se passe comme ça. Des dizaines et dizaines de camions ont acheminé le matériel nécessaire entre les tribunes et les rails notamment. Ce sont en effet une trentaine de kilomètres de barrières de sécurité qu'il va falloir déployer tout autour du tracé. Et cette année, malgré l'organisation de 3 grands prix, le travail de montage des structures a été tout de même un peu moins important. Il y a même moins de tribunes. Au niveau du portier, le chantier Maretera, plus le chantier de destruction de l'Anibox, nous entraîne à supprimer la tribune C qui était montée au dernier moment sur la voie publique. Donc pour des raisons pratiques, on a préféré ne pas la monter. L'absence de pluie a donc facilité ce vaste chantier dont les travaux d'installation dureront au total en moyenne 8 semaines pour une première épreuve, l'e-prix, prévue sur une journée le samedi 30 avril. Après le e-prix, on reste dans le domaine environnemental. La 7e édition des rencontres de la transition énergétique avec la presse a eu lieu ce mardi après-midi. L'occasion d'échanger avec les différents acteurs qui œuvrent dans le domaine du développement durable. En principauté, Vanessa Dessy et Sylvain Péroumal étaient sur place. C'est un rendez-vous trimestriel qui permet de rencontrer les acteurs de la transition monégasque qui souvent travaillent dans l'ombre et permettent de valoriser leur engagement en faveur d'un objectif commun. Les enjeux sont très simples, c'est de pouvoir entretenir le lien avec nos partenaires qui font la transition énergétique en principauté, partenaires publics, privés, et puis donc c'est faire savoir le savoir-faire qui est développé en la matière par nos partenaires, que chacun s'approprie cette aventure, prendre conscience des sources d'émissions que nous émettons à travers notre activité humaine et activité économique, et d'être en mesure de proposer des solutions et de les partager tous ensemble. Au programme de cette 7e édition, 5 acteurs partenaires dont Monaco Électricité Système, spécialisés dans les métiers techniques du bâtiment. Les compétences de la société s'étendent à tous les domaines des courants liés à la sécurité, la télécommunication, la climatisation et la plomberie. Signataire du pacte national pour la transition énergétique, MES multiplie les actions en faveur de la préservation de l'environnement grâce au soutien du gouvernement princier et notamment au Fonds vert. Sans le gouvernement princier, ces projets, ils n'existent pas. Dans l'analyse, on s'est rendu compte que très certainement la source première qui générait du CO2 chez nous,
c'était le transport. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix fort de basculer la totalité de notre flotte automobile de véhicules thermiques à véhicules électriques. On a eu l'honneur et la grande fierté d'être lauréat de la nouvelle concession publique de réseau de thalassothermie sur la Principauté, qui a pour objectif, d'ici 2025, de réduire de 7% les émissions de CO2 sur la Principauté en proposant une énergie totalement décarbonée. Le bâtiment était au cœur des discussions. Après la Villa Carmela, la direction des travaux publics a poussé encore plus loin les objectifs de durabilité avec un autre immeuble, le Bel Air, qui répondra au référentiel de construction durable. Ce dernier confirmera alors qu'il est possible de construire et rénover autrement. C'est un quartier qui ne cesse de se développer. La plage du Larvoto accueille depuis quelques jours 2 nouvelles enseignes, un institut de beauté et un magasin de décoration d'intérieur. Yannick Debever, Horacio Gagino et Noah Wagner sont allés visiter ces nouveaux commerces. Après de nombreux restaurants, les commerces se diversifient dans le nouveau quartier du Larvoto. La zone d'activité continue son développement avec l'ouverture d'un salon de beauté qui était déjà présent en Principauté et puis une toute nouvelle enseigne spécialisée dans la décoration Made in Italy. Tous deux sont conscients de la chance d'être ici. Mais déjà, c'est d'avoir une visibilité tous les jours, 7 jours sur 7, et hiver et été, et c'est très important. D'avoir personnes qui vivent sous Monaco, qui font les promenades, mais personnes qui viennent faire les vacances. Et c'est toujours ici qu'elles viennent faire des petites promenades, voir la mer, c'est unique. L'offre de services s'enrichit petit à petit au Larvoto. D'autres commerces vont ouvrir dans les mois à venir et la concurrence est rude. Tous rêveraient de pouvoir s'installer dans ce quartier dynamique qui est en train de devenir une localisation stratégique de la Principauté. La localisation est exceptionnelle avec un quartier phare pour Monaco. Et déjà, notre clientèle était déjà présente notamment beaucoup dans ce quartier, mais plus encore dans d'autres quartiers aussi. Et véritablement, c'est l'avenir, c'est le présent et l'avenir. Entre amis ou en famille, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez au Larvoto. Il y en a peut-être qui auront remarqué à la fin de ce reportage la petite allusion à la célèbre chanson de Joe Dassin. Alexandra Pani, c'est parti pour un deuxième point info et vous nous parlez chantier à présent. Oui, un chantier que l'on connaît déjà, mais c'était pour vous informer de la prolongation de la fermeture de l'ascenseur public qui permet de relier l'avenue Pasteur du côté du centre hospitalier Princesse Grace au boulevard du Jardin Exotique. Il sera de nouveau accessible à partir du 17 mai. Une navette provisoire continue donc d'assurer cette liaison gratuitement de 7h30 à 19h en semaine et de 9h à 17h les week-ends et jours fériés. Le documentaire Alican Albert à l'honneur au festival Cinéma for Change. Il sera diffusé en ligne ce vendredi à 20h dans le cadre de ce festival dans la catégorie hors compétition. À la suite de cette séance, un débat sera proposé avec notamment la productrice du film Trish Lake et le directeur de la Société des Explorations de Monaco, Gilles Becerro. Vous pourrez suivre depuis chez vous cette séance depuis le site culte.fr. Culte, C-U-U-L-T. Un concert solidaire pour la Fondation Flavien. Et aux côtés du parrain historique de cette soirée, Yvan Cassard, un grand nom de la scène française, Louis Chédid, sera le parrain de cette édition 2022. Une soirée orientée cette fois-ci autour du répertoire du film d'Alan Parker, The Commitments. Rendez-vous donc le samedi 23 avril à 20h à l'Auditorium Régnier 3. Le conseil communal rendait hommage hier à Claude Rosticher. C'était un artiste emblématique de la Principauté, passionné par la nature qui l'inspirait pour ses créations. Au cours de sa longue carrière, il eut l'occasion d'exposer son travail au-delà des frontières monégasques. Il a également été le directeur de l'école supérieure d'art plastique Pavillon Bozio pendant 20 ans. Claude Rosticher a marqué les esprits et le maire ainsi que les membres du conseil communal ont tenu à lui rendre hommage. Merci Alexandra. Le nouveau musée national de Monaco a proposé cette semaine aux Monégasques de venir partager leur vision du territoire de la Principauté. Entre quartiers préférés et passages secrets, l'objectif était d'inspirer Cassandre Poirier-Simon, spécialiste dans l'art numérique et les cartographies. Reportage de Yannick Debever et Horacio Gagino. Mettre le numérique au service de l'art. C'est la mission du nouveau musée national de Monaco depuis un peu plus d'un an. Le programme Nouveau Musée Numérique se sert de tout ce que peut offrir le monde digital
pour promouvoir le NMNM. Dans un premier temps, le numérique, ça permet qu'il n'y ait pas de frontières, il n'y ait pas de limite à l'accès à certains contenus. Donc ça veut dire que, en soi, quiconque pourrait avoir accès à certains éléments du musée de par le monde. Et dans un autre registre, le numérique, ça permet aussi d'ouvrir les frontières de la compréhension de la connaissance à travers des techniques qui sont contemporaines, que sont à la fois l'écriture, le dessin, la photographie, bien des pratiques qui s'intègrent, des pratiques artistiques qui s'intègrent avec le numérique. Les claviers, souris ou autres tablettes sont donc devenus des outils de création artistique, au même titre que des pinceaux ou une toile. La collaboration constitue la base du programme Nouveau Musée Numérique dans lequel Cassandre Poirier-Simon s'épanouit. Grâce à une modélisation 3D, l'artiste en résidence tente de découvrir des espaces invisibles. Son but final, créer une carte de la principauté où chaque monégasque, résident ou travailleur retrouvera son Monaco. Pour cela, des ateliers participatifs ont été mis en place. Cartographie subjective propose à tous ceux qui ont emprunté les rues de la principauté de raconter leur expérience. Ça me fait vraiment mieux comprendre le territoire. Parce que mon projet va se passer autour de la topographie de Monaco et puis de comment les humains, les humaines gèrent leur rapport au territoire et leurs relations les uns aux autres. Après s'être nourri de tous les témoignages, Cassandre Poirier-Simon proposera prochainement le fruit de ses ateliers participatifs. Le tout fait de pixels, bien sûr. Et toujours dans le domaine de la culture, mais cinématographique, l'Institut audiovisuel de Monaco propose la projection d'un film sur la Première Guerre mondiale de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas. Une projection hors les murs ce dimanche, 15h au cinéma de Beaulieu. On écoute les arguments de Vincent Vatrican qui va peut-être nous donner envie d'aller voir ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film de 1957, en noir et blanc, Les Sentiers de la Gloire, et c'est un film de Stanley Kubrick, et c'est une projection hors les murs. Oui, c'est une projection qu'on réalise en partenariat avec le cinéma de Beaulieu, au Petit Cinéma de Beaulieu, qui est un cinéma qu'on apprécie beaucoup. L'histoire, c'est la guerre des tranchées, Première Guerre mondiale. De quoi parle le film ? Le film se situe exactement en 1916, guerre des tranchées, où en effet les soldats sont embourbés dans ces tranchées et le commandement militaire français ordonne à ces soldats de s'emparer d'une sorte de bastion allemand dénommé la Fourmilière. Et en fait, il s'avère que c'est une mission suicide contre laquelle un certain nombre de militaires, de soldats vont s'élever. Ils vont être traduits devant une cour martiale. Voilà, oui, parce que le film aussi parle d'un procès. C'est la chronique d'une mort annoncée, pratiquement. Oui, et puis avec tout ce que ça a de révoltant, puisque l'armée ne veut pas déjuger un ordre totalement imbécile et donc va jusqu'au bout d'une logique suicidaire. Avec un Kirk Douglas habité dans le rôle ? Avec un Kirk Douglas magistral, dont il faut dire que c'est lui qui a réussi à monter le projet de Stanley Kubrick et à convaincre les studios, la United Artists à l'époque, les artistes associés, et imposer Stanley Kubrick. Et il a même, tour de force, réussi à ce que Kubrick revienne sur sa décision d'édulcorer le scénario justement pour qu'il soit peut-être plus facile à faire passer aux producteurs. Donc c'est un film aux propos absolument intransigeant, implacable, et qui reste encore aujourd'hui d'une force incroyable. Oui. Pourquoi la projection de ce film ? C'est en rapport avec la thématique et le centenaire, j'imagine ? Oui, puisque comme on le sait, le prince Albert était dans l'âme un prince pacifiste et qu'il a tout fait pour réconcilier les points de vue divergents de la France et de l'Allemagne.
Il était germanophile, très proche du Kaiser, mais il n'a pas réussi quelque part à ce que cette entente puisse avoir lieu. Oui, il le voyait venir. Et la déclaration de la guerre l'a vraiment attristé, et même les conséquences de la guerre changeaient son point de vue sur l'Allemagne. Donc c'est cette dimension pacifiste qui nous intéressait de montrer à l'écran, puisque le film de Kubrick est éminemment pacifiste dans le propos. Mais écoutez, allez voir Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. Merci Vincent. Merci Fabien. To find these men guilty will be a crime to haunt each of you to the day you die. Therefore, I humbly beg you, show mercy to these men. Le rendez-vous, je vous le rappelle, ce dimanche, 15h, exceptionnellement au cinéma de Beaulieu. Alexandra, on vous retrouve pour les prévisions météo. Une journée encore en demi-teinte pour ce jeudi. La journée sera en grande partie ensoleillée, mais les nuages seront encore bien présents. Les températures sont en hausse avec 21 degrés d'annoncé. Le soleil se lèvera à 7h du matin, tout pile, et se couchera à 20h04. Et en ce 7 avril, nous fêterons Saint Jean-Baptiste de La Salle, un ecclésiastique fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes, voué à l'éducation des enfants pauvres. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On en a parlé dans cette édition. Ce mercredi 6 avril, nous célébrons la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. À cette occasion, de nombreux sportifs ont brandi leur carton blanc et se sont pris en photo avec, en signe de message universel. Mais pas que les sportifs connus, madame et monsieur, tout le monde peuvent le faire aussi. Et c'était donc l'objet de nos photos du jour prises par Manuel Vitali. Vous retrouverez à ma place demain, 19h, Patricia Navarro. À très bientôt, au revoir.